Bienvenue à la 8e édition de l'Apéro des Failles. Donc, c'est une initiative de l'Institut d'écrituatif de la Défense et en collaboration avec le pôle Finance Innovation qui nous auberge ici au Palais Brognard. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Damir Vodeničarević, voilà, j'ai réussi, et Febi l'artisan de Massa Labs. Ils vont nous introduire l'écosystème, l'univers de Massa Labs, ainsi que quelques challenges techniques. Et apparemment, on a une avant-première de ceux qui vont sortir bientôt. Donc, je vous laisse la parole. Normalement, c'est plutôt interactif, donc on ne va pas se gêner pour vous interrompre avec des questions. Et voilà. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les Sylves pour cette invitation, ainsi que le pôle Finance Innovation pour cette invitation, ainsi que le fondateur de Massa Labs, donc Damir, qui m'a très gentiment fait confiance pour mener à bien cette première présentation, ainsi que Solène, qui m'a coaché. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Febi. Je suis diplômé du Master Scène de l'Université Paris 8 et auparavant j'ai fait une double licence d'histoire de l'art à Paris 1 et je salue mes collègues étudiants que je reconnais dans l'audience. Je suis donc chez Massa depuis 2023 et je porte un intérêt pour l'art et l'informatique et la blockchain. Je suis sensible aux questions de la décentralisation ainsi qu'enthousiaste à l'application de la blockchain en dehors d'un contexte financier. Et donc, aujourd'hui, ma présentation aura pour sujet l'information, les nouvelles technologies et la liberté, au cœur d'un enjeu de société. En guise d'introduction, je vais vous présenter cette œuvre d'Antonio Muntadas de 1994, donc œuvre qui appartient au mouvement du net art, qui, entre autres, nous rappelle que la liberté d'expression est un privilège qui a été acquis au XXe siècle. Et comme il s'agit d'un privilège, il peut très bien nous être retiré. Et ce sera tout l'objet de ma présentation. Et pour cause, aujourd'hui, ce sont 6 personnes sur 10 qui sont touchées par un manque de liberté sur Internet. Donc ça, c'est selon le rapport Freedom on the Net. Et avant de faire cette recherche, je me doutais qu'il y avait un problème, mais je ne me doutais pas qu'il était aussi important. D'où la pertinence de The File Room. L'orchestration de ce manque de liberté sur Internet est surtout menée par 3 différentes entités. Dans un premier temps, il y a les instances de pouvoir, les services d'infrastructure numérique dont il sera question, et j'y ferai référence par la nomination providers, ainsi que les groupes d'individus. Je vais vous épargner une typologie de la censure, parce que ce n'est pas le sujet. En revanche, je pense qu'il est intéressant de souligner que la censure se déroule et se caractérise par un impact à plusieurs échelles sur plusieurs types d'individus, des structures sociales et un contexte systémique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en ce moment, on voit apparaître tout un tas de technologies qui sont faites, en fait, justement, pour la décentralisation, pour lutter contre ces questions de censure, pour le maintien de la vie privée. Donc là, je pense notamment aux IK, à la blockchain, à la trust infrastructure, au local first et des technologies un peu plus datées comme le PGP. Mais la décentralisation et le respect de la vie privée et finalement l'indépendance face aux infrastructures numériques n'est pas vraiment une priorité. Pourquoi ? Parce que la décentralisation, c'est quelque chose qui est complexe. C'est à la fois un sujet qui est technique, technologique, mais qui aussi est philosophique, politique, social, historique. Tout un tas de raisons qui fait qu'aujourd'hui, la décentralisation est quelque chose de protéiforme. Et dans le cadre de ce talk, je me pencherai sur la problématique suivante. Donc, dans quelle mesure peut-on utiliser la blockchain comme un outil pour la liberté sur Internet ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc, pour poser un peu le contexte, je vais vous lire une citation. The web is a key space for civic debate and the current battleground for protecting freedom of expression. However,
Since its development, the web has steadily evolved into an ecosystem of large, corporate-controlled mega-platforms which intermediate speech. Les mots sont posés, donc ça vient d'un rapport du MIT, du Media Lab. L'Internet est un lieu d'expression, pourtant, cette expression peut être parfois limitée. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire du web, par contre, je vais essayer d'identifier comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc on remarque bien que le Web 1, c'est quelque chose qui est plutôt décentralisé, plutôt de niche. Petit à petit, on passe au Web 2, et enfin jusqu'au Web 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque un mécanisme bien particulier, qui est l'émergence, l'adoption et la consolidation. Plus une technologie est adoptée, plus elle devient accessible. Plus elle devient accessible, plus les infrastructures vont consolider l'utilisation de cette technologie auprès des utilisateurs. Et de fait, les utilisateurs, se sentant comme à la maison, ne vont plus questionner les technologies qu'ils utilisent. Et quand je parle de technologie, ici je fais référence tout particulièrement aux hosting service providers, du coup tout ce qui va être cloud. Et pour cause, les clouds aujourd'hui, c'est à peu près énorme. Et je vais nuancer mon propos. Donc j'ai parlé souvent, je vais dire les service providers centralisés. Et je tiens à préciser que l'infrastructure elle-même est distribuée. Par contre, la gouvernance est tout à fait centralisée. Ce qui pose un problème quand on sait que Amazon c'est 33% du marché, Azure 25% et GCP 11%. Pourquoi? Parce que quand on a une hégémonie sur un marché qui est important, qui nous permet d'accéder à l'information, on se rend compte que si la gouvernance n'est pas décentralisée, alors il y a un réel risque. Aujourd'hui, on sait très bien que la censure est une arme politique. Et donc, ça c'est ma petite question à moi, étant historienne. Forcément, je suis amené à me poser la question, quelle est l'hégémonie pour les États-Unis dans ce monde où l'information est centralisée et contrôlée par les Américains? Plus globalement, depuis 2009 jusqu'en 2022, mais je pense que ça se poursuit au-delà, on enregistre 13 ans de déclin des libertés sur Internet. 41 pays sont régulièrement touchés. Et petit not so fun fact, c'est 10 000 sites qui sont bloqués par la Russie depuis 2022. Ça, c'est le Open Technology Fund du rapport annuel. Maintenant que j'ai un peu posé le contexte, on va être amené à s'interroger un peu plus précisément sur les enjeux de l'infrastructure numérique centralisée. Donc, en Europe, le constat que j'ai eu pendant mes recherches, c'est que la liberté sur Internet, elle est relativement peu menacée. L'Europe a mis en place un certain nombre de législations comme le Digital Service Act, le Digital Market Act et le Data Act qui régulent en fait la présence des cloud hosting providers, qui va aussi faire en sorte que la navigation sur Internet est sécurisée pour les navigateurs et que les données finalement sont interopérables entre les providers. Et tout ça s'inscrit dans une volonté européenne de créer un cloud européen. C'est une volonté qui est manifeste, qui est écrite. Sur ce, moi j'aimerais bien poser la question, entre autres je me pose la question, quel sera le modèle de gouvernance et comment est-ce que l'Europe réussira à garantir la neutralité du web tout en promulguant une pluralité démocratique. En revanche, pendant mes recherches, ce qui m'a absolument frappé, c'est à quel point le reste du monde est disproportionnément touché par le manque de liberté sur Internet. Donc, quand je dis le monde, on exclut donc tout ce qui est États-Unis, Canada, Australie, l'Argentine en Amérique du Sud, quelques pays en Afrique, quelques pays au Moyen-Orient. C'est pas le sujet, mais en 2022, c'est 187 coupures d'Internet, ce qui est absolument consternant et ce qui met en danger les personnes qui sont touchées. En revanche, ce qui est intéressant sur notre sujet, c'est les cas où les gouvernements vont directement interagir avec les service providers et où finalement, on sera amené à se poser la question, quel est le poids d'un gouvernement face à l'accès à l'information? Et donc pour ça, j'ai choisi 3 études de cas que je vais vous évoquer très rapidement. Donc bien sûr, il y a la chanson Glory to Hong Kong, qui fait référence à l'indépendance et que le gouvernement a essayé donc de censurer parce qu'il constituait en fait une menace pour la démocratie.
Finalement, le cas juridique s'est soldé par une espèce d'interdiction en fait, de cette chanson sur le paysage médiatique. Par contre, ils n'ont pas réussi à obtenir la suppression de cette chanson sur les plateformes comme Google et YouTube. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même un enjeu politique derrière le hosting d'informations. Ensuite, j'aimerais bien vous parler du cas de Parler contre AWS, donc cas typiquement américain, où à la suite des attaques du Capitole, AWS a coupé le courant à Parler. Donc ils ont complètement déconnecté leur infrastructure en arguant que Parler ne remplissait pas assez bien les conditions de modération du contenu qui était pour le coup pro-rébellion, etc. etc. Et donc Parler qui bien sûr n'était pas d'accord avec cette décision et qui disait voilà, aujourd'hui sur Twitter il y a le même genre de contenu, pourquoi est-ce que nous on serait censurés entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on nous couperait l'accès? Et bien sûr c'est assez intéressant parce que ça, moi j'y vois comme une preuve que les service providers peuvent être amenés à prendre des décisions radicales qui sont des décisions politiques et qui peuvent être ou non biaisées en fonction du contexte. Et finalement, très rapidement, j'évoquerai la vulnérabilité de la communauté LGBTQ+, qui, comme toutes les autres minorités, sont particulièrement menacées par les différentes lois sur les censures d'Internet. Et finalement, je vous invite à aller consulter le Global Freedom of Expression, un site web qui référence en fait tous ces cas-là, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser tout ça. Donc finalement, face à ce constat-là, face à ce besoin, la décentralisation, c'est presque une solution évidente. Si Internet a été fondé sur une infrastructure distribuée, pourquoi est-ce qu'on ne redécentralise pas en fait, tout ça? L'EFF affirme que a decentralized Internet is a vital component of achieving our mission to ensure that technology supports freedom, justice, and innovation for all people of the world. Les mots sont dits, encore une fois. Et ce que je trouve tout à fait intéressant dans notre contexte, et donc je vais rentrer dans la blockchain plus amplement, donc l'EFF qui dit « We welcome this opportunity to highlight a non-financial uses of decentralized blockchain technology ». Sous-entendu que la blockchain pourrait très bien servir à libérer Internet. Pourtant, ça a été une promesse très longtemps tenue et qui est espèce d'un héritage des cypherpunks, de la promesse d'une technologie qui puisse véritablement libérer l'économie, etc., etc., etc. Et puis vient le Web3 qui réaffirme en fait ce message qui est presque prophétique de la décentralisation. Pourtant, est-ce que le Web3 est décentralisé? Je vais nuancer mon propos. Donc bien sûr que le World Computer, du coup Ethereum par exemple, est une infrastructure computationnelle décentralisée. En revanche, la suprastructure, c'est-à-dire tout ce qui va émerger et tout ce qui va utiliser cette infrastructure, n'est pas toujours décentralisé. Et pour cause, encore une fois, le MIT Media Lab écrit « However, practically speaking, the web is now heavily consolidated around just a few service providers. » Moi, j'ai rajouté « the web and Web3 » parce que finalement, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que c'est vrai? Tiens. Et bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le Web3 dépend énormément des service providers du Web 2, de Google, d'Amazon, etc., etc. Et ça va amener des problèmes dans l'écosystème, notamment des risques en cas de régulation et des risques en cas de vague de censure. Alors bien sûr, si nous, on va installer un protocole qui est vraiment très très intéressant, très pertinent, un protocole DeFi par exemple, ou n'importe quoi, par contre les régulations d'une instance de pouvoir disent non, c'est interdit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les providers vont autoriser ou est-ce qu'ils vont couper votre accès sur ce territoire-là? Puis au-delà de ça, je pense qu'il y a un réel risque de dépendre de l'infrastructure du Web 2, notamment pour tous les problèmes de cybersécurité qui sont associés à cette technologie, comme le DNS hijacking, tout ce qui est la compromission de front-end, les leaks de API et de private key, ainsi que les serveurs en fait, qui sont un central point of failure. Je vous invite à consulter ces deux ressources qui nous indiquent très très bien quelles sont toutes les failles du Web 3. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis presque tenté d'affirmer que tant que le problème d'infrastructure du Web 3 n'est pas résolu, il est presque inutile de parler de décentralisation, si on veut s'inscrire dans une espèce de maximalisme philosophique.
Alors justement, on va s'écarter un peu du Web 2, et puis on va un peu interroger toutes les technologies du Web 3, pardon, et puis on va interroger les technologies du Web 2 qui répondent à ce besoin de lutte contre la censure. Donc il y en a un tas, et très honnêtement, le marché il grandit de jour en jour. Et là, j'en ai cité quelques-unes. Pour autant, je noterai simplement que toutes ces technologies, donc bien sûr, je fais une différence entre les protocoles, les trucs peer-to-peer, etc. Mais il y a quand même des héritages du Web 2. Il y a quand même l'héritage des failles du Web 2. Je pense notamment à Tor, dont les services en fait essentiels à la liberté de la presse, etc., dépendent de serveurs. Un serveur est un point de faille central. Et je pense à tout ce qui est Blue Sky, Mastodon, Nostr. Si jamais leurs front-end se font hacker, finalement, ça va être très compliqué de garder une certaine crédibilité. Et vous me direz, oui, mais justement, ce sont des protocoles avec des front-ends décentralisés, tout le monde peut avoir accès à leurs clients, etc. Certes, mais si jamais tous les clients sont interdits dans un pays, ou si jamais les autorités d'un pays observent à travers les providers d'Internet, qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs finaux? Comment est-ce qu'on va les protéger face à ces menaces? Et donc d'où cette question, quelle protection est garantie pour les utilisateurs finaux? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment redécentraliser les applications tout en assurant la sécurité des utilisateurs? C'est là où Massa, donc la boîte que je représente, rentre en jeu. Donc on n'a pas fait d'introduction à Massa, mais pour vous peindre une image, Massa est une blockchain de Layer 1, donc qu'il faut imaginer comme une infrastructure cloud où la gouvernance est tout aussi décentralisée que la tech. Et vous savez, chez Massa, on est un peu monothème, dans le sens où notre priorité, c'est la décentralisation. Et au quotidien, chaque conversation qu'on va mener et chaque produit qu'on va être amené à développer, ce sera le cœur. Pourquoi? Parce que nous, on veut essayer de résoudre ce paradoxe. Le paradoxe de la décentralisation au sein du Web 3. Puis aussi le paradoxe de, finalement, le Web 2, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Et c'est là où je vais présenter donc, la technologie qu'on est en train de développer, qui s'appelle le D-Web, donc court pour Decentralized Web. Qu'est-ce que c'est que le D-Web? Dans un premier temps, le D-Web, c'est une application au service de l'expérience utilisateur. Vous vous souvenez de la consolidation, etc., de l'adoption, de l'accessibilité? Nous, c'est ce qu'on vise. On vise un standard Web 2 accessible. Dans le cœur du projet, le cœur du produit, c'est de déployer des sites on-chain, c'est-à-dire des sites web qui sont stockés sur la blockchain, et je vais détailler. Et bien sûr, notre but, donc le pourquoi et la valeur ajoutée de ce produit, c'est aussi que cette technologie-là, elle va permettre de protéger les utilisateurs, mais aussi les entreprises contre les failles et les fragilités du web, tout en assurant une certaine sécurité. On va rentrer dans le détail, donc là très rapidement, ça c'est un schéma à peu près du flow d'utilisateurs à haute échelle. Donc vous voyez l'utilisateur qui soit Web 2 ou Web 3, il va avoir accès à un certain nombre d'outils qui vont rendre en fait l'utilisation du D-Web très 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 simple. Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien tout simplement, des sites web vont être stockés sur la blockchain et ils vont passer par des smart contracts qui vont interagir avec la mémoire de la blockchain et qui vont s'assurer, qui vont gérer un certain nombre de métadonnées, etc. Et une fois qu'ils sont stockés sur la blockchain, donc upload, ils vont être servis directement depuis la blockchain. Et donc tout ça, ça se passe par un MNS, donc un Massa Name Service, qui est une sorte de domain name tout à fait décentralisé. Alors, je vais m'arrêter un instant sur les détails. Pourquoi est-ce que ce schéma-là est intéressant? Parce que tout d'un coup, en fait, quand je vous ai dit les sites web sont sur la blockchain, sont stockés dans la mémoire de la blockchain, je vous ai un peu menti, parce que c'est plus complexe que ça. Les sites web sont répliqués à travers chaque nœud sur la blockchain. C'est-à-dire que si un nœud tombe, ou si un nœud est censuré, votre site web, il existera sur 1000, 1300, 2000 autres instances. Ce qui veut dire que votre site web ne pourra jamais disparaître. Et on ne pourra pas le DDoS. Et finalement, on ne pourra pas le hacker, on ne pourra pas le détourner. Et de même, fini les DNS hijacking, puisque nous, on a un système immutable de MNS. C'est quand même assez fort.
Et vous vous souvenez? On va y venir. Et vous souvenez, je vous ai parlé de la sécurité des utilisateurs. Eh bien, nous, on a refusé de faire un compromis entre l'accessibilité et la décentralisation. Parce qu'on pense qu'un produit, il doit être, forcément, il doit être accessible. Mais pour autant, on doit se garantir de protéger ceux qui sont menacés par la censure. Et c'est pour ça qu'on a développé un mode d'accès en local first qui nous permet de directement nous connecter au D-Web à travers une instance localhost que je vais détailler et on va pouvoir avoir une démo par la suite. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'entreprise qui vous donne Internet ne pourra pas renseigner où est-ce que vous allez aux autorités, aux gouvernements centraux. Et c'est intéressant tout ça, parce que finalement, on a un beau package qui nous permet d'avoir de la privacy for users, censorship resistance, qui est hyper important, et finalement, application resilience. Et là, on coche un peu tous les cases. C'est un produit qui est B2C, c'est un produit qui est B2B, qui a une application réelle dans le monde, et qui, en plus de ça, utilise la blockchain. Je pense qu'il y a peu de produits qui arrivent à mélanger tout ça. Et justement, quels sont les cas d'usage? Je pense notamment aux applications d'utilité publique qui recherchent une solution fiable d'hébergement. Donc là, je pense à tout ce qui est les institutions, les archives. Je pense qu'il y a un véritable enjeu autour de l'archive aujourd'hui et de la disparition des archives sur Internet. Les organisations engagées qui ont besoin de portails d'accès incensurables. Si jamais la landing page de Tor, elle saute dans X, Y pays, en fait, il faut que Tor puisse garantir à ses utilisateurs qui pourront quand même consulter ce site web. Enfin, je pense aux entités Web3 de manière générale, afin que leurs interfaces, leur front-end soient résilientes aux cyberattaques. Et si jamais elles ne dépendent pas d'un back-end, alors franchement c'est gagné, parce qu'il n'y a pas de central point of failure, et du coup théoriquement le système roule et continuera à rouler, même si personne ne gère derrière. Et finalement, je pense tout particulièrement aux prestataires de services de cryptoactifs qui décentralisent leur front-end dans le cadre des nouvelles régulations MiCA. Et je sais que c'est quelque chose qui a déjà été pratiqué. Je pense notamment à Liquity. Et voilà, on aimerait insister sur le fait qu'un protocole comme Liquity pourrait tout à fait avoir un front-end décentralisé sans passer par des personnes ou ce système un peu de kickback qu'ils ont mis en place. Comment est-ce que ça fonctionne? Très rapidement. Pour les devs, il y aura une CLI, un package NPM, et puis on pourra faire ça avec des GitHub Action. Et pour les non-devs, il y aura une belle interface web qui ressemble à Netlify et Vercel. Donc, pour les providers et pour répondre à votre question, alors oui, est-ce qu'on pourra avoir des .com, etc., et des .net, etc., etc. Donc, pour répondre à ces questions, je vais vous dire, si vous accédez à un nœud, non, il n'y a pas d'intérêt puisque vous vous connectez directement en localhost en passant par le domain name, le MNS, etc. Donc la question, elle s'applique pas ici. Par contre, pour les utilisateurs qui veulent directement avoir accès à ce web décentralisé, beaucoup plus sécurisé, ils pourront passer par des providers. Et comment ça va se passer? Un provider va s'enregistrer, va faire tourner un serveur, tout ça, un VPS, et va installer notre application qui lui permettra de communiquer avec la blockchain. Donc ce provider, il pourra se nommer toto.network. Donc moi, pour accéder à mon site web perso, je pourrais y accéder en utilisant mon site web .massa.network ou .toto.network. En gros, il y a quand même les TLD et dans l'URL, le nom du provider est rentré. On regardera ça ensemble en démo. Et justement, il y a une démo, mais la petite surprise, c'est que vous ne pouvez pas encore accéder à ce lien-là parce qu'on va faire un upload dans le site web en direct. Et donc, ça va être un peu compliqué comme je dois gérer le micro, mais on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, donc là, on est sur un build assez ancien. Tout a été rework. Mais globalement, donc ça c'est l'interface de la CLI. J'ai tout un tas de trucs dont les exécutables, etc., etc. Et
si je veux upload un site web, hop, je fais une petite commande. Et donc là, en gros, c'est une transaction qui va passer, qui va découper le site web en petits chunks et qui va l'upload un par un à une adresse de smart contract. Donc une adresse Massa qui commence par le préfixe AS. Et donc voilà, là, upload one out of two. Et ensuite, on aura two out of two, logiquement. Et puis ensuite, je vous montrerai comment on passe les étapes donc du mint d'un MNS et comment on accède en local first et comment vous pourrez aussi y accéder à travers un provider qui s'appelle Massa Hub. Là, c'est directement un fichier zip où on met le site en entier, on l'upload et il est sur la blockchain et il est répliqué sur plusieurs milliers d'ordinateurs à travers le monde. Tout à fait. Donc là, on attend la finalité de l'opération. Par contre, on a déjà l'adresse du smart contract. Voilà. Du coup, là, on est bon. Hop. Voilà. Et donc là, ça marche pas. C'est normal. C'est parce que j'ai pas encore fait tourner le serveur. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je suis bien en localhost sur le port 8080. Tac, tac, tac. Là, on accède au local, du coup, c'est-à-dire sans véritablement passer par Internet. Donc, soit disant passant, personne ne peut savoir ce que je fais. Et personne ne peut me censurer. Donc, vous vous souvenez de l'adresse du smart contract. En gros, là, je vais la rediriger. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est tous les MNS que j'ai mintés. Ah oui, je vous ai pas parlé du pricing, mais on va parler du pricing après parce que c'est assez intéressant. Hop. Là, j'ai directement... Bon, je vous épargne toute la démo en entière. Mais globalement, avant, il faut register un MNS, comme vous voyez, un point Massa, justement. Et puis voilà. Mais nous, on va utiliser DWeb Home, qui sera du coup la page, la landing page des DWeb. Et maintenant, si je fais... On va... Oh, je vais tricher un peu. Voilà, on a la home page. Du coup, on a un site web qui est stocké on-chain, qui est accessible depuis n'importe où, qui est immutable, résilient, qui ne peut pas être hacké. Et qui plus est, en fait, le DWeb, en fait, ça va nous donner un véritable accès dans le sens à tout l'écosystème finalement Web3, parce que c'est tout à fait interopérable. On n'a pas besoin d'être sur Massa et d'avoir un site qui utilise les smart contracts de Massa pour que ça fonctionne. Et pour preuve, on a ici une interface Liquidity, donc on-chain, répliqué, accès en local first. On a aussi un petit 2048, parce qu'il faut bien l'archiver, hein, ce magnifique jeu. Et puis, on a aussi donc Dousa, notre DEX d'écosystème. Et voilà. Et donc maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est justement d'y accéder en passant par le provider, si vous le voulez. Le site web, il sera dispo pendant quelques jours, quelques heures, parce qu'on ne veut pas tout vous spoil. Mais voilà. Et je vais laisser 30 secondes. Merci Damien. Et du coup, normalement, en y accédant, vous ne serez plus en local. Vous allez passer par un provider, du coup Massa Hub. Et tous vos sites web vont aussi passer par ce provider. Ce qui nous permet à la fois de garantir la centralisation, la sécurité, la résilience et la privacy des utilisateurs, tout en garantissant une accessibilité hyper simple, même pour les personnes qui ne savent pas. Donc je vais vous laisser regarder tout ça. Et en attendant, je vais vous parler un peu de la roadmap. Donc la roadmap spécifique au DWeb. Donc on va lancer le mainnet vraiment soon. Après ce lancement du mainnet, on va du coup open the DWeb to all, c'est-à-dire développer toutes ces applications en fait accessibles, dont le manager de site web et le système de navigation à travers une search bar, genre comme Google.
Début 2025, je pense qu'on va mener on va hoster un hackathon. Et puis on aimerait bien mener un cycle de conférences qui soit dédié au sujet. On aimerait bien avoir des interventions dans les institutions, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, c'est quelque chose qui touche à plein de sujets, qui soient juridiques, qui soient technologiques, qui soient philosophiques et politiques. Et je pense vraiment qu'on peut grandir en essayant d'avoir cette pluridisciplinarité des points de vue. Et finalement, je pense mi-2025, on aimerait bien granter des projets qui ont un fort impact social ou artistique, parce qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir déjà de pouvoir soutenir le développement et puis aussi de pouvoir un peu stimuler cette innovation et véritablement débloquer et construire des applications qui n'auraient pas été possibles sans cette technologie. Donc bien sûr, je vous invite à aller sur le Twitter de Massa pour être tenu au courant. Et si jamais vous voulez directement me contacter, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram. Je vous remercie. Et donc, je crois qu'il y a un temps de parole à l'audience pour des questions. Merci beaucoup. S'il y a des questions dans la salle, je laisse le micro. Et s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une pour moi-même. Je pense que tu les as choqués avec ta démo live. Elle est toute simple en fait, mais vous êtes inspiré d'ICP ou c'était déjà en réflexion avant Damien, tu peux peut-être répondre à celle-là. Alors historiquement, en fait, c'est une idée qui date chez nous de 2017 à peu près, au moment où on a commencé les recherches là-dessus. Donc je ne sais pas quand ICP ont eu l'idée, donc je ne saurais pas dire si on a eu l'idée avant ou après. Mais il y a une différence fondamentale avec ICP, c'est que ICP dépendent que du modèle provider qu'on a montré, où on passe par un site web qui héberge quelque part qui sert en fait les sites web décentralisés. Nous, contrairement à ICP, on a la capacité, pour les gens qui sont dans des pays où tout est censuré par exemple, de quand même accéder au système grâce à ce mode local. Donc ça, c'est une grosse différence qu'on a par rapport à ICP. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, merci. Je me demandais au niveau pricing, je ne sais pas si vous avez abordé finalement pour les coûts de stockage, par exemple, des sites web. Est-ce que... Oui, alors tout à fait. Donc le pricing, c'est un modèle qui est hyper simple. C'est vous payez ce que vous consommez. Si, donc, au moment de l'upload d'un site web, vous allez payer X masse. On est aussi en train de réfléchir à un système d'on-ramp, des choses beaucoup plus accessibles pour les utilisateurs Web 2 qui n'ont pas besoin de passer par des DEX et des centralized exchange. Mais voilà, au niveau du pricing, vous payez ce que vous consommez. Et si jamais vous décidez de supprimer votre site web, hormis les frais de transaction, tous les tokens vous seront redistribués. Ce qui veut dire qu'on met fin un peu à ce système d'abonnement, de pricing mensuel, où vous savez pas trop. Et voilà, pour nous, c'est hyper simple. Et si jamais vous vous uploadez un site et que forcément les sites, ça vit, vous allez faire des additions, etc., vous allez pouvoir faire ça pour une fraction du prix de l'upload. Vraiment, c'est le nombre de lignes de code que vous avez ajouté, ce sera le nombre X massa, etc., etc. Ceci dit, en revanche, donc ça c'est le pricing de base, mais je pense qu'aussi en interne, on veut aussi soutenir et pouvoir aussi onboarder les projets à fort impact social, les associations, les organismes non gouvernementaux, et on veut pouvoir aussi les soutenir dans ce contexte-là. Donc on pourra très bien avoir un pricing au cas par cas. Est-ce que vous savez pourquoi Massa a chuté durant ces 4 derniers mois et est-ce que ça va rebondir un peu ? L'idée, c'est qu'on a construit ça étape par étape. Donc, Massa, au départ, c'est un projet de recherche 2017 à 2020. C'était étape 1, c'était que de la recherche, de la R&D. En 2020, on a publié un papier scientifique qui décrivait un peu le système. Et on ne voulait pas s'arrêter là. Du coup, en 2020, on a commencé à créer la blockchain. On a développé pendant 2 ans et demi. Et donc, ce n'est qu'en janvier de cette année qu'on a vraiment lancé le mainnet. Donc, mainnet, ça veut dire le réseau est là, mais pour l'instant, il est vide. Il n'y a pas grand-chose dessus. Et c'est normal, du coup, il y a un token qu'on a lancé un peu après, il y a quelques mois, 3-4 mois.
Du coup, le token, on l'a lancé il y a très peu de temps. Et le token, pour l'instant, il est censé alimenter les frais de gaz. Sauf que l'écosystème, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a les bases de la finance décentralisée, il y a un DEX, il y a quelques trucs. Et c'est que maintenant, en fait, qu'on va déployer ces systèmes. Donc pour l'instant, le token, il est fragile, dans le sens où si on regarde un peu la profondeur de marché, si aujourd'hui j'achète pour 20 000 € de token, je le fais bondir de 30%. Donc le prix ne veut absolument rien dire tant qu'on n'a pas d'application dessus. On verra comment le marché répondra lorsqu'on va déployer le système, mais là, par exemple, dans le cadre du D-Web, le token ne sert qu'à une chose, c'est lorsqu'on veut stocker des données, on va locker des tokens, et lorsqu'on va libérer de l'espace qu'on a utilisé, on va récupérer ces tokens. Et il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de paiement récurrent pour le stockage. Donc l'idée, c'est que ça crée quand même une demande pour le token, mais uniquement pour l'upload. C'est l'idée. Ah bah... T'es le bienvenu de les conserver parce que l'idée c'est que ça va sortir très bientôt et il y a le second sujet que je vais présenter aujourd'hui qui sortira bientôt également. Et justement, on va passer au deuxième sujet. Donc on laisse la parole à Damir. Yes. S'il y a d'autres questions, on peut les répondre à la fin. Yes. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Damir Vodeni-Karevic, je suis un des 3 cofondateurs de Massa. Donc moi mon background c'est surtout la recherche, j'ai été chercheur, j'ai fait un doctorat, j'ai fait de la recherche. Après ça j'ai travaillé 3 ans et demi dans la banque et j'ai appris comment les banques fonctionnaient de l'intérieur, ce qui m'a donné envie de faire quelque chose d'opposé. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé Massa en 2020. Et depuis on a développé, on a construit. On a d'abord construit une Layer 1 et là maintenant on va s'attaquer à utiliser cette Layer 1 pour vraiment supprimer les barrières, supprimer la centralisation du monde qu'on voit aujourd'hui. Et typiquement donner un nouveau service cloud où les applications sont vraiment décentralisées, personne ne les contrôle, personne ne peut les arrêter. On ne dépend pas d'une entité centrale. Alors du coup, comment on fait ça? Eh bien, on va chercher à décentraliser ce fameux modèle client-serveur. Donc ce modèle, on vous le présente souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de serveur centralisé, contrôlé par une entité, AWS par exemple chez Amazon, sur laquelle sont hébergées des applications, et un utilisateur de l'extérieur, qui est authentifié par une forme de clé, ou de cookie ou de login, vient appeler cette application de l'extérieur. Et ça, typiquement, c'est le cas qu'on voit toujours. Dans le cas d'un jeu, par exemple, c'est les actions du joueur. Dans le cas de la finance, c'est l'émission d'un ordre. Dans le cas de n'importe quelle requête de ressources, c'est des tâches à la demande, etc. Toute forme de tâche à la demande du point de vue de l'utilisateur, aujourd'hui, c'est typiquement ça. Sauf que ce serveur, il est centralisé, il est contrôlé par une entité. Bref, je ne vais pas vous refaire le speech. Mais ce qu'on oublie très souvent lorsqu'on parle du modèle client-serveur, c'est que les applications ne se réveillent pas que lorsque l'utilisateur les appelle. Elles se réveillent également d'elles-mêmes. Par exemple, dans un jeu vidéo, pour faire évoluer des personnages non joueurs, les cycles jour-nuit, l'environnement, la finance, par exemple, faire expirer un ordre en termes de temps, tout ce qui est rafraîchissement automatique de données, tout ce qui est tâches différées ou périodiques, tout ça, c'est un système qu'on oublie, enfin, c'est un aspect qu'on oublie souvent dans la décentralisation ou même dans le fonctionnement des serveurs. Et typiquement, si une application veut se réveiller de temps en temps pour faire des choses sans interaction utilisateur, eh bien, elle est obligée d'enregistrer un timer, de passer par un gestionnaire d'événements fourni par le serveur, qu'on voit ici. Et le serveur, il a des horloges qui viennent réveiller ce gestionnaire d'événements afin de pouvoir appeler ces applications de façon périodique, par exemple. Et donc, si on veut décentraliser ce modèle client-serveur, eh bien, on pourrait se tourner vers le candidat naturel qui est la blockchain. Une blockchain, c'est quoi? C'est un utilisateur qui détient une clé secrète, qui émet et signe une transaction qui a pour but d'appeler un smart contract, un programme qui est hébergé sur la blockchain. Des gens qui participent à la sécurité du réseau, les créateurs de blocs, les mineurs, vont voir ces transactions passer, vont les inclure dans des blocs, et ces blocs seront exécutés. Donc, lors de l'exécution d'un bloc, ça exécute les transactions qui sont dans le bloc, et une transaction peut appeler un smart contract qui est un programme qui est hébergé sur la blockchain de façon entièrement décentralisée, entièrement répliquée sur tous les ordinateurs. Et ce smart contract peut à son tour appeler un autre smart contract par ce qu'on appelle la composition.
Donc là, vous voyez que c'est pas mal. On a déjà résolu ce cas-là. On a un utilisateur qui peut appeler une application sans passer par un serveur centralisé. Ça, c'est déjà le cas de la blockchain. Par contre, le côté droit ici, tout ce qui est gestion d'événements, autonomie, etc., ça pêche. Pour l'instant, il n'y a pas de solution pour décentraliser ce morceau-là. Du coup, on peut se poser la question, dans le cas des blockchains, comment est-ce qu'on peut faire pour détecter et liquider des positions sous-collatéralisées, par exemple en DeFi? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'état d'un jeu sans attendre une action des utilisateurs? Comment faire tourner une IA autonome, faire évoluer des NFT, j'en sais rien, transférer juste des fonds à intervalles réguliers? C'est impossible aujourd'hui dans les blockchains, faire des bots de trading, etc. C'est impossible sans avoir recours à des services extérieurs. Donc, il y a des astuces. Si on regarde par exemple la première ligne ici, détecter et liquider des positions sous-collatéralisées, eh bien, je vais prendre l'exemple de AAV. AAV, c'est un protocole de lending borrowing. Et eux, en fait, ils ont une astuce, c'est qu'ils autorisent les utilisateurs à faire la course. Et c'est le premier qui va détecter une position sous-collatéralisée et qui va réussir à émettre une transaction qui va la liquider, qui va empocher en fait une partie de cette liquidation. Donc là, en fait, de manière détournée, on se sert des utilisateurs qui font la course pour attraper une carotte qui est de l'argent, pour que ce soit eux qui automatisent quelque part la blockchain de façon détournée. Et donc ça marche, c'est comme ça que le protocole fonctionne. Par contre, il y a quand même des inconvénients à cette méthode. Déjà, comme tout le monde fait la course pour envoyer des transactions, il y a potentiellement des problèmes de congestion du réseau. Aussi, ces transactions, elles sont émises, elles sont en attente, tant que personne ne les ajoute dans un bloc, elles ne seront pas exécutées. Résultat, il y a un souci de délai imprévisible de ces transactions. Elles peuvent mettre du temps imprévisible. Et qui dit délai de liquidation, dans un protocole de lending borrowing, dit nécessité d'une surcollatéralisation et donc des coûts supplémentaires. Et ça dépend aussi bien sûr de la récompense. Ces gens, ils vont faire ça que si on les paye. Et là, ça marche bien parce qu'il y a une forme de liquidation et donc on leur donne une partie de cette liquidation. Mais sinon, ils ne feraient jamais ça. Et donc, si on regarde là, en effet, il y a une astuce pour résoudre le cas de liquider des positions sous-collatéralisées. Par contre, tous les autres cas que je l'ai listés, malheureusement, il n'y a pas de solution aujourd'hui dans les blockchains pour faire ça de façon décentralisée. Et du coup, personne ne le fait de façon décentralisée. Ce que les gens font, c'est ce que vous voyez en bas. Ils font tourner un serveur sur lequel il y a une horloge qui réveille quand il faut un programme de contrôle qu'on appelle un keeper bot. Ce programme de contrôle va utiliser une clé secrète qui est stockée sur le serveur pour signer une transaction et réveiller le smart contract. Les transactions sont appelées des POC transactions. Il vient juste réveiller le smart contract. Et c'est comme ça qu'on automatise les blockchains aujourd'hui. Vraiment. Il n'y a pas de décentralisation là-dedans. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de demande pour ça. La demande pour ces trucs-là est extrême. Presque tous les protocoles de DeFi que vous connaissez dépendent de soit Chainlink, soit Gelato, soit d'une solution ad hoc. Mais les deux leaders du marché, c'est Chainlink Automation et Gelato Web3 Functions. Et du coup, ces gens-là fournissent des solutions d'automatisation des smart contracts. Donc, si on regarde un peu leur capitalisation, si on regarde un peu l'importance qu'ils ont, ils sont vraiment au cœur de tout le système, sauf que ça reste des services centralisés qui coûtent cher. Et on peut se poser la question de leurs limites. Donc, centralisation, bien sûr, c'est-à-dire que s'ils décident d'arrêter votre système, ils vont l'arrêter. Interruption de service, s'ils ont un problème, votre système s'arrête, il se met en pause. Des risques de piratage, parce que n'oubliez pas qu'ils détiennent une clé privée qui leur permet de signer ces transactions. Si cette clé privée sort, ça peut poser des problèmes. Les coûts sont notoirement élevés. Alors, c'est négocié au cas par cas, mais globalement, c'est élevé. Les délais restent imprévisibles parce qu'on passe par des transactions. Et du coup, là, j'ai une citation d'un article qui parle de MakerDAO, dans lequel une transaction de POC critique est arrivée en retard. Résultat, perte de 4,5 millions de dollars en 2020. Donc ça, on ne vous en parle pas beaucoup, mais presque tous les projets DeFi dépendent entièrement de ces keeper bots qui restent très centralisés aujourd'hui. Et donc, pour résumer, pour dézoomer un petit peu, à quoi ressemble une expérience utilisateur dans la DeFi aujourd'hui, dans le web décentralisé? Eh bien, malheureusement, elle est très centralisée. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour utiliser une application de DeFi aujourd'hui, une personne va commencer par
aller sur le site web de cette application, passer par un serveur DNS centralisé pour le nom de domaine, charger le site web depuis un serveur central également pour l'afficher, utiliser ce site web pour accéder à la blockchain. Là, enfin, on a quelque chose de décentralisé qui est le smart contract. Donc la personne pourra interagir avec le smart contract. Sauf qu'on vient de voir, la plupart de ces smart contracts en DeFi dépendent directement d'un serveur centralisé qui est le KeeperBot. Et donc, si on regarde, en fait, la quasi-totalité du code d'une DApp est centralisée. Presque tout est centralisé aujourd'hui. Donc, avec le travail de Phoebe et d'autres chez Massa, on a déjà réussi à décentraliser les noms de domaine avec le DNS on-chain, les sites web qui sont on-chain, les smart contracts, on a une blockchain, donc de base, ils sont décentralisés, c'est bien. Par contre, on a encore cette plaie qui est la plaie du KeeperBot, sans laquelle on ne peut pas déployer d'application autonome. Et donc, comment on fait? Je vais prendre l'exemple d'un bot d'arbitrage centralisé. Donc, un bot d'arbitrage, c'est quoi? C'est simplement un robot qui va regarder deux marchés d'échange décentralisés, DEX 1 et DEX 2, ici. Et il va regarder s'il y a des différences entre ces marchés d'échange et les équilibrer en achetant sur l'un et vendant sur l'autre. Donc, ça, comment ça marcherait aujourd'hui? On ferait appel à un serveur central, chez AWS par exemple, qui détient une clé secrète, qui a un programme d'arbitrage dessus, et il va demander par le système à être réveillé toutes les 5 secondes grâce au gestionnaire d'événements. Le serveur a une horloge qui va lui permettre de le réveiller comme ça. Et à chaque fois qu'il sera réveillé, ce programme va observer l'état des marchés d'échange décentralisés, détecter des opportunités d'arbitrage dessus et émettre avec sa clé secrète des transactions pour signer, des ordres sur des échanges afin d'effectuer l'arbitrage. C'est comme ça qu'on le ferait aujourd'hui, c'est comme ça que font les gens. Sauf que du coup, si on regarde, le problème c'est que si la transaction a du retard, résultat, l'arbitrage est peut-être invalide, on se retrouve à acheter en trop ou à vendre en trop, on peut perdre de l'argent. Il est aussi possible que le serveur se fasse pirater, résultat, notre clé secrète, quelqu'un la récupère, résultat, il peut passer des ordres à notre place, c'est une catastrophe. Le serveur, tout simplement, peut être censuré dans certains pays, etc. Bref, il y a pas mal de soucis qu'on peut avoir. Et du coup, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour décentraliser ça? Cette partie-là, qui n'a jamais été décentralisée jusqu'ici, à notre connaissance. Et bien, chez Massa, on a fait pas mal de recherches. Et l'objectif, c'est de créer un système qui ressemble à ce que vous voyez, dans lequel le marché d'échange 1, c'est un smart contract, ça c'est déjà le cas. Un autre marché d'échange est un autre smart contract, très bien. Le bot d'arbitrage est lui-même un smart contract. Et la nouveauté, c'est ce qu'on voit à droite ici. On a un gestionnaire d'événements chez Massa qui va permettre au smart contract d'enregistrer des réveils, dire au système « réveille-moi dans 5 secondes ». Et le smart contract sera réveillé toutes les 5 secondes ici. Et lorsqu'il sera réveillé, il observera les marchés d'échange décentralisés de façon atomique et passera les ordres d'arbitrage sur ces marchés d'échange de façon entièrement autonome. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de clé secrète, il n'y a pas de clé privée qui est détenue par le serveur, plus besoin. Donc pas de possibilité de piratage de la clé secrète. Pas de downtime, parce que tout est sur la blockchain, entièrement décentralisé, entièrement répliqué. Pas de piratage possible tant que la blockchain n'est pas piratée elle-même. Pas de censure possible, le mécanisme est répliqué sur tous les ordinateurs du réseau. Donc globalement là, on a une solution entièrement autonome pour l'arbitrage, si on arrive à faire ça. Par contre, il y a plein de challenges pour réussir à arriver jusqu'au bout de ça. Déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des horloges qui soient synchrones dans un réseau décentralisé et comment faire confiance à ces horloges, c'est difficile. Et deuxième challenge, comment est-ce qu'on fait pour créer ce gestionnaire d'événements à droite de manière à ce qu'il ne dépende pas de blocs ou d'activités utilisateurs, qui soient vraiment déterministes. Et enfin, il y a des questions de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si des smart contracts émettent des milliers de réveils, enregistrent des millions de réveils? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de floader le blockchain et de créer des problèmes ici? Donc il faut créer un marché pour les réveils. Et du coup, on va s'attaquer à ces problèmes étape par étape. Première question, synchronisation des horloges. Alors déjà, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on nous disait à l'école il y a peut-être une dizaine d'années, les horloges aujourd'hui sont très bien synchrones dans les ordinateurs. Si vous allez sur time.is, même sur votre téléphone aujourd'hui par exemple, vous allez voir en haut à gauche du site, ça vous donnera le décalage de votre téléphone par rapport à des horloges atomiques locales.
Et bien en fait, vous verrez que là, c'est un exemple que j'ai fait avec mon ordi, 1 milliseconde de décalage avec les horloges atomiques proches de chez moi. Donc globalement, les horloges sont synchronisées aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est possible d'avoir un système d'horloge synchrone. Par contre, il y a des attaques qui sont possibles, il y a des gens qui peuvent mentir sur l'horloge, il y a des gens qui peuvent émettre des événements plus tard, plus tôt, etc. Donc comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça? Eh bien dans Massa, si vous êtes familier avec les blockchains, vous savez que les blocs normalement sont construits par des mineurs typiquement, qui vont référencer des blocs précédents, et c'est ces blocs qui vont exécuter des choses. Chez Massa, on a construit la blockchain de façon complètement différente. On va exécuter des blocs, mais on va exécuter en priorité ce qu'on appelle des slots. Les slots, c'est des points dans le temps absolus. Donc par exemple, le slot 1, là vous voyez que c'est une date exacte dans le temps. Et on va dire que toutes les demi-secondes, il y a un slot. Donc toutes les 0,5 secondes, il y a un slot chez Massa. Et tous les nœuds sont au courant. Et à chaque fois qu'un slot arrive, on utilise le proof of stake. Donc on va tirer au sort quelqu'un dans le réseau Massa, proportionnellement à son stake, combien de tokens il alloque, pour que ce soit cette personne qui soit autorisée à produire un bloc à ce slot. Et donc, lorsqu'un slot arrive, le slot 3 par exemple, eh bien, entre-temps, des utilisateurs ont émis des transactions, vous le voyez à gauche, ici. Ils ont émis des transactions qui ne sont pas encore exécutées. Elles se propagent dans le réseau. Les créateurs de blocs, eux, voient ces transactions, les mettent dans ce qu'on appelle leur mempool, c'est-à-dire que c'est des transactions encore non exécutées. Et lorsque c'est leur tour de créer un bloc dans un slot, par exemple là je suis au slot 3, j'ai été sélectionné pour créer un bloc, je vais piocher dans cette mempool les transactions qui me donnent le plus de pourboire, parce que moi je le fais pour mon profit personnel. Je vais inclure ces transactions dans mon bloc et je vais émettre ce bloc. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tout le monde peut vérifier que c'est bien moi qui ai été sélectionné pour produire ce bloc à ce moment-là. Si j'émets ce bloc trop tôt, la règle du jeu c'est que si je reçois un bloc qui, en tant que nœud, si je reçois un bloc qui est arrivé trop tôt par rapport à son slot, je vais mettre en attente, je vais attendre que ce soit l'heure du slot, et là je vais le gérer comme si je venais de le recevoir. Et si je les mets trop tard, eh bien en fait il y aura un deuxième bloc qui aura été créé juste après, et qui aura pas pu référencer mon bloc comme parent, et qui aura référencé un bloc plus ancien comme parent. Résultat fork, mon bloc est ignoré, même si je les mets trop tard, mais le slot sera quand même exécuté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a réussi avec ça à atteindre une forme de synchronicité dans un réseau décentralisé, grâce au profit personnel en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on exécute des slots, pas que des blocs. Ça veut dire qu'au sein d'un slot, on peut certes exécuter un bloc, mais on peut aussi exécuter autre chose qui ne vient pas du tout du bloc. Et ça c'est unique à Massa pour le coup. Donc si vous regardez ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une autre forme de transactions qui sont internes, qu'on a appelées des messages autonomes. Et on autorise l'exécution d'un smart contract à émettre un message qui arrive dans une pool spéciale qui est l'équivalent de la même pool, mais qui est la même pool autonome, qui est une pool déterministe répliquée sur tous les ordinateurs, qui est la même sur tous les ordinateurs du réseau. Donc cette pool autonome, les ordinateurs ne peuvent pas y toucher de manière unitaire, ils la voient. Et en fait, à chaque slot, après l'exécution du bloc, ou s'il n'y a pas de bloc, ben pas grave, on n'exécute rien. Et après cette exécution de bloc, on exécute de façon déterministe, à travers les règles du jeu de la blockchain, un ensemble de messages piochés dans la même pool autonome. Donc là, on a une façon déterministe, temporisée, synchronisée, pour exécuter des messages. Et l'exécution de ces messages autonomes peut elle-même appeler des smart contracts qui eux-mêmes peuvent réémettre des messages. C'est comme si on avait autorisé les smart contracts à émettre des transactions eux-mêmes, pas que les utilisateurs. Et ça utilise une pool déterministe, c'est entièrement incensurable, c'est pareil que les transactions classiques, sauf que là, ça permet à des smart contracts de se réveiller plus tard. Donc une façon de le voir, c'est que les smart contracts sur Massa peuvent tourner de façon autonome dans le temps, sans être appelés depuis l'extérieur. Et pas besoin de blocs finalement. Les blocs sont juste un moyen d'injecter de l'information depuis l'extérieur vers l'intérieur de la blockchain. Tout le monde dans le réseau connaît les règles du jeu d'exécution temporelle de ces smart contracts et peuvent les exécuter. Donc, un petit zoom juste rapidement pour la comparaison entre un message autonome et une transaction classique. Une transaction classique, c'est quoi? Ça contient un pourboire, un peu d'argent qui est donné au créateur de blocs et le motive à inclure cette transaction. Des conditions de validité, par exemple des dates d'expiration, etc.
ce qu'on appelle un max gas, c'est-à-dire combien de puissance de calcul va être nécessaire au maximum pour exécuter cette transaction. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas qu'on est cadencé. Toutes les 0,5 secondes, on doit exécuter tout ça, là, tous les slots. Il ne faut pas que la durée d'exécution d'un slot soit trop longue, sinon on ne pourra pas suivre la cadence. Donc on est limité en gaz. Et donc les transactions définissent un max gaz, qui est une quantité maximale de temps d'exécution qui leur sera allouée. Et enfin, la charge utile de la transaction, donc tout ce qui est adresse cible, la fonction appelée, les paramètres, l'argent à transférer, etc. etc. Et bien les messages autonomes, c'est pareil. La seule différence, c'est que le pourboire, comme personne ne choisit d'inclure ces messages autonomes, c'est décidé de façon algorithmique. Et ben on n'est pas obligé de payer un créateur de bloc pour le motiver à inclure cette transaction. Le message autonome sera exécuté dans tous les cas. Par contre, on a quand même le besoin d'éviter du flood, d'éviter que les gens en émettent trop, etc. Du coup, on demande quand même un pourboire, mais ce pourboire, au lieu d'être transféré au créateur du bloc, il est détruit, il est burn. Et donc ça bénéficie à tout le réseau, parce que ça augmente la valeur du token pour tous les autres. Et donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un bot de trading qu'on a implémenté. Je crois qu'il est là. Qui a été implémenté en fait par nos collègues chez Dousa qui ont fait un marché d'échange. Et là, en fait, c'est un bot qui fait de la DCA, c'est-à-dire c'est un robot autonome qui évolue de lui-même dans le temps, sans appel extérieur. Et il fait du dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'il va investir une somme constante en dollars pour acheter du massa. Et on voit la quantité de massa augmenter au cours du temps pour ce bot qui est entièrement décentralisé. Donc l'idée de ce bot là, c'est qu'il fait de l'investissement de lui-même sur la blockchain, personne ne le touche, il tourne de lui-même indéfiniment. Donc ça c'est assez unique et c'est quelque chose qui va sortir assez bientôt sur Massa. Donc ça c'est nos collègues chez Dousa, un marché d'échange sur Massa qui vont déployer ça bientôt. Ce sera le premier bot de trading DCA entièrement décentralisé de l'histoire de la DeFi. Donc là vous avez un peu l'avant-première. Et donc, si je reviens sur ma démo, excusez-moi, je me suis perdu. J'ai une deuxième démo qui s'appelle Sintra. Alors, Sintra, c'est quoi? Alors, tu m'as dit choisir un wallet, c'est ça? Ah, celui-là? Celui-là. Ok. Donc, là, en fait, on a créé une application de paiement autonome. C'est-à-dire qu'on peut dire, pour la première fois de l'histoire des blockchains, toutes les 10 minutes, je vais envoyer de l'argent à telle personne. Et jusqu'ici, ce système existe de façon décentralisée, mais cette personne est obligée d'aller les claim sur un smart contract manuellement. Là, ben, on a la capacité de dire, à partir de maintenant, toutes les 10 minutes, j'envoie X coin à telle personne, et ça marche. Vous pouvez l'essayer vous-même. Là, elle est hébergée sur le web décentralisé Massa. Donc n'hésitez pas à la tester. Vous pouvez y accéder en allant sur sintra.massahub.network. Vous pouvez déjà l'utiliser. Donc ça marche, c'est pour faire du vesting, c'est pour faire du transfert d'argent. Et c'est la première fois qu'on a une application entièrement décentralisée. Donc le nom de domaine est décentralisé, le back-end est décentralisé. Et il n'y a aucun serveur central qui va venir réveiller le smart contract. Il se réveille de lui-même pour envoyer cet argent. Donc ça, c'est une application qu'on a créée récemment pour démontrer un peu ce qu'on peut faire. Et du coup, pour revenir rapidement sur la diapo, si vous voulez, on pourra jouer avec plus tard. Une question qu'on peut se poser de façon légitime, qu'est-ce qui se passe en cas de congestion? Là, on autorise les smart contracts à émettre des transactions, ce qui n'a jamais été fait, mais est-ce que ça hérite des mêmes problèmes que les transactions classiques, par exemple? Ben, la réponse est oui, parce que les transactions classiques, si vous savez, il faut mettre un pourboire. Si vous ne mettez pas assez de fees dedans, ben, elles ne passeront pas. Elles mettront du temps à passer. Le temps n'est pas clair. Les créateurs de blocs, ben, ils vont choisir les plus rentables pour les mettre dans leur bloc. Ben, en fait, là, on a le même problème. C'est-à-dire que les smart contracts, s'ils ne mettent pas assez de frais, s'ils ne font pas gaffe, ils vont avoir des délais d'exécution, voire des échecs d'exécution. Il y a un marché du gaz. Donc c'est pareil que pour le système classique, sauf que là, ce marché du gaz est géré par les smart contracts eux-mêmes en tant que robots autonomes. Et donc, pour répondre à ce problème, on a créé une solution complémentaire à ces messages autonomes qu'on appelle les appels différés. Et donc, comment ça marche? Ben, cette solution, elle est complémentaire à l'autre, elle vient en plus de l'autre.
Et la manière dont ça marche, c'est qu'on s'est inspiré de la réservation des places dans les avions. Vous savez, quand vous réservez un avion, imaginez, il y a une compagnie aérienne qui a un avion qui part tous les jours à midi. Vous allez réserver des places dans cet avion. Là, en fait, ce que vous allez réserver, c'est du temps de calcul dans le futur. Et l'idée, c'est que votre avion, vous allez demander un devis d'abord. Vous allez dire, voilà, moi, j'ai tant de bagages, tant de kilogrammes de bagages. Ils vont vous donner un devis. Et vous pouvez répondre à ce devis. Est-ce que vous êtes d'accord avec le résultat du devis? Dans ce cas-là, vous réservez la place. Et elle vous est garantie, elle ne peut pas être annulée. Soit vous refusez et vous allez chercher autour s'il n'y a pas un vol qui est moins cher. Et c'est exactement pareil. Là, ce que vous voyez, c'est le taux d'occupation en termes de puissance de calcul des slots dans l'avenir. C'est des slots qui sont dans l'avenir. Ils n'ont pas encore été exécutés. Et l'idée, c'est qu'un smart contract qui s'exécute va pouvoir... Et de la musique va pouvoir d'abord demander en fait un devis au système pour dire j'ai envie au slot 2 par exemple d'appeler tel smart contract avec tant de gaz, et le système va lui dire ok, vas-y, ça te coûtera 10 € pour réserver cet espace dans ce slot futur, slot 2. Si le smart contract est content avec le devis, il va dire ok, je le réserve, et là vous avez vu le taux d'occupation du slot 2 a augmenté. Le smart contract a réservé de l'espace dans le slot 2. Il y a un modèle de pricing pour ça qui est dynamique, qui est automatique et qui est géré de la même façon en fait que le pricing sur les avions. C'est-à-dire que avec le taux d'occupation, les places augmentent exponentiellement en coût. Et donc là, vous voyez que notre smart contract a réservé un appel au slot 2. Et bien au slot 2, cet appel sera exécuté coûte que coûte. Il a une garantie que ça va arriver. Et donc pour vous donner une idée de comment tout ça s'est intégré, et ben, un appel différé, ça ressemble beaucoup à une transaction. Sauf que le frais, entre guillemets, le pourboire, bah, c'est le coût du devis et il est à nouveau détruit. La seule condition d'exécution, c'est le slot auquel on souhaite qu'il soit exécuté dans le futur. Max gaz, adresse cible, tout le reste c'est pareil. Et comment c'est exécuté tout ça? Et ben, quand l'heure du slot arrive, on commence par exécuter les appels différés jusqu'à un maximum de gaz réservé aux appels différés. Ensuite, on exécute le bloc, s'il y en a un, jusqu'au maximum de gaz réservé au bloc. Et ensuite, on exécute les messages autonomes sur tout le gaz inutilisé du slot. Donc potentiellement, il y en a beaucoup. Et grâce à ça, en fait, on a une solution qui est complémentaire. Donc là, vous allez bien comprendre. Je résume un peu toutes les solutions qu'on a proposées ici. À gauche, vous avez la solution centralisée. Donc un serveur externe, on dépend d'un provider typiquement. Dans ce cas-là, ben, pour émettre un appel dans le futur, eh ben, on dépend de l'uptime du serveur. Si on nous le censure, on est bloqué, etc. Les conditions de déclenchement, elles sont très riches. C'est-à-dire que moi, je peux choisir exactement quand est-ce que je vais émettre cet appel sur des conditions qui peuvent être internes chez moi ou externes, par exemple en observant la bourse ou autre chose. Les garanties d'exécution, ben, c'est pas très garanti parce que ça dépend quand même déjà de l'état de mon serveur et aussi la transaction que je vais émettre. Il faut qu'elle soit incluse dans un bloc, il y a des délais possibles, etc. Ensuite, en termes de décentralisé, il y a l'appel au public. C'est ce qu'a fait AAV, faire rentrer en compétition des gens pour qu'ils fassent l'automatisation à notre place. Ça, c'est très bien en termes de disponibilité si le public est présent. Les conditions de déclenchement sont très lié à combien d'argent il y a en jeu. Donc c'est pas très clair si ça marchera toujours. Ça dépend vraiment de combien d'argent en jeu. En termes de garantie d'exécution, ben à nouveau, ça passe par des transactions, donc non garantie. Le moment d'exécution n'est pas garanti non plus. Les messages autonomes que je vous ai présentés, c'est une solution qui est toujours disponible. C'est-à-dire que le smart contract peut toujours choisir d'émettre un message autonome. Les conditions de déclenchement peuvent être temporelles. Par exemple, il peut dire « j'émets ce message autonome et je veux qu'il soit exécuté à telle date » ou sous telle condition de changement sur un tel autre smart contract. Donc très riche. Et les garanties d'exécution, ben là, on hérite, comme je vous l'ai dit, des mêmes problèmes que les transactions. S'il y a des engorgements, il peut y avoir des cas où ça ne sera pas exécuté, où ça va coûter plus cher, etc. Et donc, vient la solution finale qui est les appels différés. Là, c'est la disponibilité qu'on a sacrifiée. C'est-à-dire que on fait un devis, mais si ça se trouve, le devis nous dit bah, ça sera trop cher et on ne pourra pas réserver. Par contre, si on réussit à réserver, là, on a une garantie d'exécution parfaite
on sait que ça sera exécuté dans le futur, à tel moment, de façon déterministe. Et du coup, en termes de conditions de déclenchement, ben là, on a uniquement une condition temporelle possible. Bref, ça, si je le résume en 2 mots, en combinant ces 3 solutions, on peut répondre à tous les problèmes d'automatisation, d'autonomie des smart contracts sur la blockchain. Et donc, pour revenir à ma liste de sujets qui n'étaient pas résolvables sans décentralisation jusqu'ici, ben là, on voit qu'il est possible d'y répondre en choisissant judicieusement l'une de ces 3 solutions. Et aujourd'hui, les messages autonomes sont entièrement implémentés, ils sont en production aujourd'hui chez Massa, ils marchent déjà, vous pouvez déjà vous en servir. Les appels différés sont déployés pour l'instant en réseau de test, vous pouvez jouer avec, vous pouvez tester, dites-le nous, on va vous donner un accès. Ça va sortir bientôt en mainnet. Et donc là, on est arrivé à une décentralisation intégrale. Donc on a nos sites, nos front-end, nos noms de domaine, nos smart contracts qui sont on-chain, et en plus, ils ne dépendent plus de systèmes centralisés autour pour leur autonomie. Et donc pour la première fois, là, on a des systèmes entièrement autonomes. Par contre, si vous regardez, vous vous rendez compte que là, les smart contracts chez Massa, maintenant, ils sont autonomes, ils peuvent évoluer d'eux-mêmes dans le temps, très bien. Par contre, leur seul lien avec le monde extérieur, c'est les inputs de l'utilisateur. Là, vous voyez qu'il y a potentiellement un problème. Qu'est-ce qui se passe si un smart contract veut transférer de l'argent vers une autre blockchain, veut transférer de l'argent vers le monde financier classique? Comment il fait? Ou même simplement interagir avec une autre blockchain. Aujourd'hui, il ne peut pas encore. Par contre, on vient de signer un gros partenariat avec Kima Network, qui est un réseau décentralisé de signataires qui vont en fait avoir un réseau séparé qui va observer Massa et qui va observer d'autres réseaux et qui va nous permettre de faire la chose suivante. L'idée ici, c'est que Massa est autonome, mais à travers le réseau Kima qui est décentralisé, on peut appeler des smart contracts et transférer de la valeur vers des smart contracts qui sont sur d'autres réseaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place. Et ici, vous voyez leur tweet qui dit on vient juste de réussir une communication entre Massa et Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il est possible d'avoir un smart contract autonome sur Massa qui vit sa vie et qui commande des smart contracts sur d'autres blockchains de façon autonome. C'est possible, ça devient possible d'automatiser des smart contracts ailleurs de façon décentralisée pour la première fois de l'histoire de la DeFi. Et donc, on l'a fait. On a fait une démo avec Arbitrum. On a fait une petite app autonome que je vais vous montrer qui utilise les messages autonomes, qui utilise le réseau Kima. Et l'idée, c'est qu'il va appeler Arbitrum. En gros, il y a un smart contract chez Massa qui se charge de l'autonomie. Il va appeler à travers Kima un smart contract chez Arbitrum pour lui envoyer une information qui est l'heure actuelle. Il va lui dire à ce smart contract Arbitrum quelle heure il est chez Massa. Ça démontre vraiment le fonctionnement de l'horloge Massa. Et vous verrez, le nom de domaine et le site web sont aussi hébergés sur Massa, donc entièrement décentralisés. Et donc là, je vais vous montrer un peu la chose en question. Là, ce que vous voyez, c'est kima-massa.localhost. Donc là, on a une app vraiment décentralisée. Si vous souhaitez y accéder, si vous n'avez pas l'application en local, vous pouvez y accéder en public par kima-massa.massahub.network. Donc vous pouvez y aller sur vos téléphones. Et ce que vous observez ici, c'est une petite app qui affiche l'heure. Et en fait, cette heure, elle est hébergée sur un smart contract Arbitrum. Et elle est mise à jour régulièrement par des messages qui proviennent de Massa. Voilà, elle a été mise à jour parce qu'elle a reçu un message, message reçu depuis Massa, transféré par Kima et mise à jour. Donc là, c'est Massa qui automatise un smart contract chez Arbitrum. Et donc là, on a un vrai concurrent potentiel à Gelato, Chainlink Automation, etc., mais qui pour le coup est moins cher et beaucoup plus décentralisé. Et donc, si vous regardez ce que ça veut dire, ça veut dire que il est possible d'utiliser Massa pour automatiser autre chose. Vous pouvez héberger des front-end, des back-end ailleurs et vous servir soit du web décentralisé Massa, soit des smart contracts autonomes Massa pour l'automatiser ou pour l'héberger de façon incensurable. Et du coup, si je reviens... Tu peux m'aider, je connais pas les ordinateurs.
Ah, merci. Du coup, les prochaines étapes, pour conclure, ça va être de passer tout ça les appels différés en production. Ça arrive bientôt. On va passer en production l'intégration avec Kima aussi. Donc, c'est un gros partenariat qu'on a signé avec eux. C'est un gros projet Kima, si vous avez suivi. On va proposer un produit d'automatisation multi-chain moins cher, plus décentralisé que le marché. On est à l'étude de la compatibilité avec EVM. Donc, pour des gens qui auraient codé déjà des smart contracts sur d'autres blockchains, ils pourraient les passer sur Massa plus facilement pour les automatiser. Un truc qu'on va lancer aussi, qu'on étudie en ce moment, c'est ce qu'on appelle les service providers. Là, l'idée, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va autoriser des smart contracts on-chain à payer des prestations off-chain. C'est-à-dire que des smart contracts sur la blockchain qui fonctionnent de manière autonome pourront payer quelqu'un pour faire quelque chose dans la vraie vie. Par exemple, ils pourront payer quelqu'un pour stocker des données de masse, pour stocker des grosses données. Ils pourront payer quelqu'un pour un service de VPN. Ils pourront payer quelqu'un pour faire un appel au système bancaire, par exemple. Donc là, on autorise les smart contracts à dire aux gens quoi faire, quelque part. Et enfin, on va packager tout ça dans un produit cloud décentralisé, grand public, où on va vraiment essayer de cacher la blockchain. L'idée, ça va être que l'utilisation soit la plus smooth possible pour les gens qui voudraient déployer des applications entièrement décentralisées, entièrement incensurables. Il reste un dernier challenge qui est la privacy, parce que c'est une blockchain qui est ouverte. Alors bien sûr, pour tout ce qui est stockage décentralisé, rien ne vous empêche de préchiffrer les données avant de les mettre sur la blockchain, certes, mais pour les smart contracts, les données privées, etc., c'est plus complexe. Et pour ça, on a signé 2 gros partenariats avec Starknet et Polygon, bientôt d'autres. Et l'idée, c'est qu'on est en train d'étudier cet aspect privacy pour cocher cette dernière case d'un cloud entièrement public et décentralisé. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. On peut discuter de ce que vous voulez. Et voilà, merci beaucoup. En fait, je m'attendais beaucoup plus d'interruptions, mais finalement, ça veut dire que tout était clair. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des curiosités? Là, je vois que les bouteilles attirent, donc... Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je suis très curieux de comment vous avez fait pour décentraliser la partie DNS et la partie stockage. C'est-à-dire comment est-ce que les smart contracts stockent les données de manière décentralisée et comment est-ce que vous résolvez finalement le FTTPS, je sais pas quoi. Alors, je vais répondre en 2 parties. Donc, pour la partie nom de domaine, on a un smart contract qui est en fait un smart contract de gestion des noms de domaine. Donc, il est possible d'aller sur mns.massa.net et d'enregistrer votre nom de domaine, d'acheter un nom de domaine. Et une fois qu'il est à vous à vie. Vous pouvez le transférer. En fait, c'est une NFT. Vous pouvez le transférer derrière. Vous pouvez vous en débarrasser. Et si vous le libérez, vous pouvez aussi récupérer une partie de l'argent que vous avez investi pour le louer. Donc, le nom de domaine, c'est un smart contract, vraiment. Et pour s'en servir, en pratique, il y a 2 façons. Une façon qui est, je vais vous le montrer, de passer par le système local que je vous ai montré. Donc par exemple là, vous voyez Sintra.localhost. Ça, c'est parce que j'ai installé un programme sur l'ordinateur qui va lui intercepter les résolutions de nom de domaine en localhost et va les résoudre avec la blockchain directement. Mais si vous ne voulez pas installer d'application locale, parce que vous ne pouvez pas ou whatever, vous pouvez aussi aller sur Sintra.un-provider. Donc par exemple, Massa Hub, c'est un provider. MassaHub.network. Et c'est une autre façon d'y accéder, qui, pour le coup, n'importe qui peut devenir provider. Donc si vous voulez, si vous avez un nom de domaine qui est à vous, par exemple monprovider.net, vous pouvez devenir provider Massa, installer ce provider chez vous, et n'importe qui pourra accéder au web décentralisé à travers vous s'il le souhaite, en allant juste sur Sintra par exemple, ou monsite.votreprovider.net. C'est comme ça qu'on a créé le système. Après, rien ne vous empêche, vous, de prendre un nom de domaine classique par-dessus, qui va rediriger vers ça, si vous le souhaitez. Est-ce que du coup, je peux me permettre, est-ce que les noms de domaine NFT sont dupliqués par rapport au nom de domaine classique qu'on peut acheter sur godaddy.com,
ou est-ce que c'est quelque chose qui... Comment vous faites le lien en fait? Ça, j'ai pas très bien compris. Alors, c'est un service de nom de domaine complètement indépendant. Donc, tout ce qui a été réservé par ailleurs sur GoDaddy, etc., ne l'est pas chez nous. Donc, vous pouvez réserver des noms de domaine sur Massa. Ils seront à vous. Par contre, pour vous en servir, soit vous devrez passer par un provider comme ça. Par exemple, ici, le nom de domaine, c'est Sintra. Je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche. Ici, le nom de domaine, c'est Sintra. Vous devrez passer par un provider. Là, c'est Massa Hub, mais il y en a plein. Du coup, c'est un sous-domaine. Il n'y a pas de réservation TLD à faire. Et l'autre possibilité, c'est en local, avec l'application que je vous ai montrée. Si c'est censuré, si c'est bloqué dans votre pays, vous pouvez quand même y accéder. En gros, c'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme ENS, non? Exactement. Et est-ce que c'est compatible avec ENS ou pas du tout? Ce qu'on n'aime pas avec ENS, c'est qu'il vous oblige à payer de façon récurrente. Vous devez payer pour garder le système. Et ça c'est géré par une DAO, etc. Nous, c'est géré par personne. C'est un smart contract. Vous payez une fois, c'est à vous. Vous pouvez le libérer derrière pour récupérer de l'argent, mais c'est à vous. Donc, on a créé ce modèle financier différent parce que pour nous, s'il y a besoin d'un paiement récurrent, on perd la décentralisation. Merci. Et pour répondre, pardon, j'ai oublié la deuxième partie de la question, comment on stocke le site web? On le stocke au même endroit que les smart contracts sont stockés. Pareil. Voilà. Sur la blockchain, c'est-à-dire c'est répliqué entièrement sur tous les ordinateurs du réseau. Merci. D'autres questions? Je reviens sur le stockage là. Oui. Un bon candidat par exemple pour votre système, ce serait Wikileaks. Tout à fait. Aujourd'hui, Wikileaks, c'est 10 millions de documents. Je ne sais pas combien fait le document, mais admettons qu'il fasse 1 méga ou quelques. Comment vous allez gérer en fait l'expansion? Admettons que votre système fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça implique sur les nœuds validateurs? Alors, là, il y a un compromis qui est très intéressant. C'est une question très pertinente. Parce qu'on veut un réseau décentralisé. Ça veut dire que n'importe qui puisse faire tourner un nœud Massa à la maison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens d'avoir des disques durs gigantesques. Chez nous, les nœuds qui participent au réseau, vous pouvez le lancer chez vous sur un ordinateur de bureau, ça marchera. C'est une des raisons de la décentralisation. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas demander des gros disques durs, des gros CPU, etc. Aujourd'hui, on a demandé 1 Tera de disques durs, ce qui est un truc commun dans les ordinateurs de bureau. Donc, on a 1 Tera de stockage au total aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de dépassement de ce stockage? Eh bien, dès lors que vous réservez de l'espace, que vous occupez de l'espace, vous devez verrouiller des tokens Massa. Et dès lors que vous libérez cet espace, vous récupérez la totalité de vos tokens. Mais vous ne payez pas d'abonnement. L'idée, c'est que vous allez stocker de la donnée en réservant de l'espace. Et on a calculé le prix de manière à ce que si la totalité des tokens en circulation est réservée, ça occupe à peu près 10 Tera. Donc c'est le calcul qu'on a fait. Donc le stockage est naturellement limité par l'offre et la demande. Par contre, il y a une inflation sur le token Massa. Il y a des nouveaux tokens qui sont créés tout le temps. C'est-à-dire que l'espace disponible augmente doucement et on a calculé pour que cette courbe suive à peu près la courbe de la baisse du coût de stockage du matériel informatique. Donc le coût de l'espace disponible augmente avec le temps. Ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que malgré ça, on ne pourra jamais stocker spontanément plus de je sais pas, 1 Tera aujourd'hui, dans 10 ans peut-être 2 Tera. Du coup, ce qu'on voudrait, c'est ces fameux service providers que j'ai mentionnés à la fin, qui viendraient en complémentarité de ce qu'on a déjà fait, et qui viendraient en fait permettre à n'importe qui de proposer son espace de stockage, alors de façon moins répliquée, parce que là l'avantage c'est que la donnée est entièrement répliquée sur tous les ordinateurs du réseau. Mais si vous avez besoin de moins de réplication, vous pouvez vous permettre de stocker plus. Et dans ce cas-là, on va proposer un service provider. Vous pourrez vous enregistrer, dire moi j'ai envie à tel prix de proposer de l'espace de stockage, donnez-moi cet argent, je vous donne l'espace de stockage. Et là par contre ça sera moins répliqué, ça sera à l'utilisateur de choisir combien il veut répliquer. Le prix sera peut-être un peu supérieur aussi, parce que la quantité sera plus grande. La réplication sera moindre, donc la résilience sera moindre. Mais c'est le compromis, si vous voulez stocker plus, vous devez répliquer moins, ou payer plus. En tout cas, là, de base, de série, il y a 1 Tera pour le réseau entier, pour tout ce qui est dit web, réplication 100%. Voilà.
D'autres questions? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter voilà, vous avez réussi à communiquer 2 smart contracts dans 2 blockchains différentes. C'est vraiment très historique. Mais je suis un peu curieux parce que en fait, ce sont 2 blockchains différentes, 2 consensus protocoles différents, finalisation de blocs elle est différente. Alors, est-ce que ça peut créer des désynchronisations parce que je sens un peu la front-run, quoi, les attaques de front-run, ça peut passer inaperçu. Donc, je suis très très curieux. Voilà. Alors la manière dont ça fonctionne, la communication qu'on a établie ici, c'est à travers le réseau Kima. Donc là, c'est plutôt eux qu'il faut demander, mais en 2 mots, ils utilisent une technologie qui s'appelle TSS, qui leur permet de générer des clés privées, des paires clés privées et clés publiques, sans jamais révéler la clé privée, en fait, sans jamais qu'il y ait une clé privée qui existe physiquement. C'est un réseau qui va en multiparty computation, MPC, générer une key pair sans jamais révéler à qui que ce soit la clé privée. Du coup, ça va permettre de gérer des comptes nativement sur Arbitrum et sur Massa, donc externally on account, pas besoin qu'il y ait des smart contracts en fait. Et eux, ils vont pouvoir signer en multiparty computation sans jamais à nouveau révéler la clé privée. Et donc, ils ont ce réseau de plein de nœuds à travers le monde. Et ces nœuds, ils vont observer, et ils ont installé en fait le client pour ces 2 blockchains, même plus. Ils vont observer les 2 blockchains, ils vont voir qu'il y a des événements qui leur sont destinés. Ils vont détecter ces événements et ils vont ensemble décider de signer une transaction dans la blockchain à destination. Et c'est comme ça qu'on a fait l'automatisation avec eux. Ça veut dire qu'il y a des questions de timing, comme tu l'as dit, et on a eu ce problème. Par exemple, nous, on est extrêmement rapide, on est à peu près à 10 000 transactions par seconde, on a 2 blocs par seconde, 2 slots par seconde. N'oubliez pas qu'on peut exécuter des choses sans qu'il y ait de blocs. Mais Arbitrum, c'est beaucoup plus lent, il y a 20 secondes entre les blocs. Donc on a été obligé, en fait, vous voyez l'horloge là qui se met à jour que je vous ai montré, ben au début on voulait le faire à l'heure de la seconde, mais Arbitrum ne suivait pas, donc on l'a fait à l'heure de la vingtaine de secondes. Donc il faut être conscient de ces challenges, des timings différents entre les blockchains. Il faut être aussi conscient des difficultés de front-running parce que même si ce réseau Kima voit les transactions passer, plein d'autres gens les ont vues en fait. Du coup, ils peuvent en soi front-runner. Ce système ne protège pas contre le front-running. Il y a des astuces pour protéger qui sont un peu tricky. C'est ce qu'on appelle le commit reveal. C'est-à-dire que le smart contract peut demander d'abord aux gens de commit le hash de ce qu'ils vont faire. Et ensuite, une fois que c'est commité, seul un truc qui fait exactement l'antécédent de ce hash peut être exécuté. C'est-à-dire qu'en gros, tu pré-réserves un truc que tu vas exécuter sans le révéler, et tu le révèles plus tard pour l'exécuter, et personne d'autre peut faire autre chose. Donc ça, c'est une astuce pour se défendre, mais c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de très bonne solution. Je pense que personne n'a résolu ce problème. Je vais laisser le micro, hein, mais j'ai quelques questions, si vous me permettez. En fait, vous avez déjà répondu en partie à quelques questions, notamment sur le nombre de transactions à la seconde. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur de la taille des blocs, de votre blockchain? Alors, ensuite, vous avez évoqué la possibilité de fork sur la blockchain. Comment vous gérez cette possibilité? C'est-à-dire, comment reconnaître la vraie blockchain quand il y a des forks? Et puis, est-ce que vous pouvez dire un mot de l'algorithme de consensus de Proof of Stake que vous utilisez? Et dernière question, pardon, ça fait beaucoup, mais votre monnaie, enfin crypto-monnaie, quel est le rythme de croisière de création monétaire de cette monnaie? Voilà, c'est des questions qui me paraissaient naturelles. Hein. Très bien. Je vais essayer de dépiler une par une. Je vais essayer de répondre d'un coup sur toutes les questions qui sont liées à l'algo de consensus et au bloc. Les blocs font 250 kilooctets à peu près, donc on est sur un rythme de consensus de à peu près un peu moins d'1 méga par seconde si on prend tout en compte. Donc si on fait ça en termes de transactions, en rythme de croisière, en testnet, on a fait du 7000 transactions par seconde stable. Le maximum théorique, c'est 10 000. Donc le maximum théorique que peut
que peut sustenter notre algo de consensus, c'est ça, 10 000. Mais on l'a limité volontairement à 7 000 pour avoir un peu de marge. Donc, pour répondre à la question du consensus, ben ça, c'est 3 ans de recherche. C'est un algo de consensus qu'on a créé de toutes pièces, qui n'existe pas ailleurs, qu'on appelle BlockLeak. Pour trouver le papier, je vous le linkerai après, le papier scientifique de recherche qui est lié à ça. Mais en 2 mots, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a pris Bitcoin et on l'a parallélisé. Donc, vous voyez sur ce graphe, en fait, en temps réel, alors il y a marqué testnet parce que c'est un vieux Explorer, mais en fait, c'est le mainnet. Vous voyez en temps réel les blocs qui se créent. Donc, la manière dont ça marche, c'est qu'il n'y a pas... Dans Bitcoin, la structure de données, c'est un arbre. C'est-à-dire que chaque bloc a un parent. Mais il peut avoir plusieurs enfants s'il y a des forks. Et dans cet arbre, il y a un algo de consensus, qui est l'algorithme de Nakamoto, qui dit on va prendre la branche la plus longue, la chaîne la plus longue qu'on va appeler la blockchain. Ça, c'est chez Bitcoin. Chez nous, c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a pas une structure de données en arbre, mais en graphe. Pardon. Donc, comment ça marche? On a 32 threads qui sont les lignes horizontales grises que vous voyez. On appelle ça des threads. Et toutes les 16 secondes dans chaque thread, on a un slot temporel qui est absolu. Et à chaque slot, on a un tirage au sort proof of stake par rapport au stake des gens. On peut avoir la liste des stakers ici. Voilà combien ils ont de stake, quel pourcentage, etc. Et un staker est tiré au sort pour avoir le droit de créer un bloc. Chaque bloc a 32 par an. Il y a 32 trades. Chaque bloc a 32 par an. Lorsqu'il est créé, il doit référencer un par an par trade. Et ce qui est intéressant, c'est que, en gros, les blocs qui sont créés en même temps, ici, toute cette ligne de blocs là, sont créés en même temps. C'est-à-dire que les gens qui créent les blocs ne communiquent pas entre eux. Ils créent ces blocs simultanément. C'est-à-dire qu'ils se propagent simultanément. C'est grâce à ça qu'on arrive à ce passage à l'échelle de milliers de transactions par seconde. On n'est pas obligé d'avoir le bloc précédent pour pouvoir créer les suivants. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on pourrait se dire ça va causer des problèmes au niveau de fork potentiellement. S'il y a des gens qui créent des blocs qui sont incompatibles, ben déjà, pour rendre compatibles les blocs entre eux, par exemple, des gens qui ne communiquent pas et qui créent des blocs et qui s'amusent à inclure les mêmes transactions, par exemple, c'est un problème. Du coup, ce qu'on fait, c'est du sharding. On va regarder les 5 premiers bits de votre adresse et ça va nous donner en fait l'index de la chaîne à laquelle appartient, du thread auquel appartient votre adresse. Et seuls les blocs de ce thread-là pourront inclure les transactions que vous émettez. Donc on est shardé par adresse. C'est-à-dire que la double dépense est impossible, vu qu'il y a une séquentialité au sein d'un thread. Par contre, différents threads en parallèle permettent à différentes personnes de dépenser en parallèle. Bref, sans rentrer trop dans le détail, l'idée c'est qu'on utilise le même algo de consensus que Bitcoin, c'est-à-dire Nakamoto, la chaîne la plus longue, sauf que là, c'est pas la chaîne la plus longue, c'est l'ensemble de blocs mutuellement compatibles le plus vaste. Donc voilà, là je vous ai fait vraiment en 2 minutes, mais c'est un énorme algo de consensus qui est unique. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse, je vous linkerai le papier de recherche. Le rythme de croisière monétaire, alors du coup à quoi ça sert la création monétaire? Ça sert à motiver les gens à créer des blocs même s'il n'y a pas de transactions. Parce que de base, ce qui intéresse les gens, c'est le pourboire des transactions. C'est ça qu'ils récupèrent lorsqu'ils créent un bloc. Sauf que s'il n'y a pas de transaction, s'il y a très peu de débit, à un moment donné, il faut quand même motiver le consensus à continuer. Donc il y a une création monétaire, des nouveaux coins qui sont créés ex nihilo. On a 1,02 blocs 1,02 coins qui sont créés par bloc aujourd'hui. Donc on est à peu près à 6% d'inflation annuelle qui est entièrement distribuée aux gens qui participent à la sécurité du réseau. Et comme on a une fréquence de blocs élevée, ben les rewards sont distribués très fréquemment. Et comme c'est une production qui est constante, c'est un nombre constant de nouveaux coins qui sont créés par unité de temps, ça veut dire que dans le temps, l'inflation est logarithmique. Le taux d'inflation est logarithmique, c'est-à-dire que dans 2 ans, on sera à 4%. Voilà. Bonjour, je suis Alexandre Gaillard, je suis CEO d'Investglass. J'ai quelques questions à vous poser sur la légalité de ce que vous faites. Oui. Parce que s'il y a du front-running, potentiellement, vous pourriez être tenu responsable par la SEC. Donc comment vous allez vous prémunir de ça? Et deuxième question, les noms de domaine, qui est quand même une propriété intellectuelle enregistrée. Comment vous faites pour que je n'aille pas acheter Louis Vuitton sur votre système et qu'ensuite Bernard Arnault vienne s'attaquer contre mon achat ou contre vous? La réponse, c'est la même que
pourquoi est-ce que les gens qui ont créé Tor ne sont pas déjà en prison, qui ont créé Tor, Onion, etc., Freenet. Techniquement, il y a des noms de domaine qui ont été mis dessus, il y a des choses qui ont été mises dessus, des choses illégales, etc. C'est vrai. C'est un peu le prix à payer de la décentralisation. Par contre, nous, on a pas mal bossé là-dessus. On a une armée d'avocats côté Suisse, une armée d'avocats côté France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des disclaimers un peu partout, ça c'est clair. Il y aura un système de whitelist, blacklist pour que les gens puissent localement blacklister ce qu'ils veulent servir, si on sert aux autres. Par contre, les gens qui souhaitent y accéder pourront toujours y accéder. Nous, on ne construira rien. C'est-à-dire, on fournit l'infrastructure, mais c'est aux gens de construire derrière les applications. Tout comme sur Tor, sur BitTorrent, nous, on fournit l'infrastructure, pas le contenu. Donc là, l'idée, ça va être que les gens sont libres de créer ce qu'ils veulent un peu dessus. Et ce sera au service provider de choisir en fait ce qu'ils veulent bien servir ou pas. Mais par contre, les gens qui veulent vraiment y accéder pourront toujours y accéder. Au niveau légalité et front-running, ça n'a jamais été vraiment un problème. Je veux dire, les créateurs d'Ethereum n'ont jamais été tenus pour responsables pour les front-running qui arrivent tous les jours en MEV. Donc là-dessus, on n'est pas trop inquiet. Par contre, Phoebe peut vous en dire plus sur le côté responsabilité d'e-web. Parce que là, on peut héberger des sites web très illégaux. Et là, la question se pose vraiment. Ouais, alors effectivement, c'était une des premières questions qu'on a eues en lançant ce projet de D-Web, c'était comment finalement répondre à ce risque, répondre à cette question et à cette réalité qui est, en fait, finalement, comme on est dans un système permissionless, forcément, on doit être prêt à répondre quelque part au contenu qui va être illégal, qui pourrait être en fait stocké dans un nœud. Comment est-ce qu'on y répond à cette question ? Eh bien, le fait est qu'il y aura toujours des acteurs malicieux, donc il y aura toujours des problèmes. Et ça, c'est un peu la réponse facile, mais effectivement, Tor est une structure sur laquelle sont hébergées des activités illégales, ce qui n'empêche pas l'utilisation. Les activités illégales ne sont pas hébergées sur Tor, mais elles peuvent exister par Tor. Et finalement, la comparaison, elle est pareille sur le deep web. Alors, comment est-ce que nous, malgré cette tension, finalement, on va réussir à protéger les utilisateurs ? Parce que finalement, réalistiquement, ce sont les utilisateurs, ce sont les node runners qui risquent d'avoir des problèmes de légalité. Et dans un premier temps, comme l'a mentionné Damir, la première étape, ce sera de mettre en place un système de Acceptable Use Policy. Je pense que ça, c'est la base. Par provider, qui puisse déterminer, si jamais vous mettez du contenu qui passe sous la coupe de la DMCA, par exemple, nous, en tant que provider, on s'autorisera à blacklister votre site web. Donc ça, c'est une première réponse, mais quand même très superficielle. Parce que les utilisateurs vont quand même pouvoir avoir accès à ce contenu illégal. La deuxième réponse, elle se trouve dans le système que nous allons mettre en place pour être, d'une part, en accord avec les régulations européennes qui sont en train d'être mises en place et dont j'ai évoqué, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre à disposition des boutons de signalement de contenu qui puissent être efficaces, et comment est-ce que nous, en tant qu'infrastructure, on va être amené à statuer sur ce problème, sur ce contenu qui nous a été signalé. Et c'est là où il y a une proposition de Damir qui a été faite sur le forum de la communauté, qui était l'altération du ledger à travers un vote parmi les node runners. Et donc Damir, si tu veux bien expliquer ce système. Yes, alors pour ceux qui savent déjà, les blockchains, elles sont soumises à ce qu'on appelle une attaque 51%. C'est-à-dire que si la majorité des node runners aujourd'hui, ou la majorité des stakers, ou la majorité des mineurs chez Bitcoin décident de casser la blockchain, ils pourront casser la blockchain. C'est une propriété de toutes les blockchains aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'attaque 51%. Nous, on s'est dit, vu que cette propriété existe déjà, quelque part c'est une forme de vote pour altérer l'état de la blockchain, c'est déjà possible aujourd'hui sur toutes les blockchains, pourquoi ne pas le formaliser ? Et
Donc ça, c'est un truc qui est en construction aujourd'hui, qui n'est pas fini. Mais l'idée, c'est que les gens qui font tourner des nodes sur Massa puissent recevoir faire des propositions, dire par exemple, ça c'est du contenu très problématique, on est en train de perdre, on est en train de perdre par exemple beaucoup de node runners parce qu'ils ne veulent pas héberger ça, etc. Dans ce cas-là, ils peuvent faire une proposition et là, il y a 4 choix possibles parmi tous les node runners. Ils vont recevoir la proposition, ils vont pouvoir voter. La proposition, ça peut être par exemple, j'ai envie de supprimer ce site web. Et ben les node runners vont choisir entre force accept, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment le faire, donc ils vont l'accepter, et quel que soit le vote des autres, ils vont l'accepter dans tous les cas. Ça veut dire que s'il y a un vote derrière et que la majorité décide de ne pas l'accepter, ben eux ils vont forker le réseau. Ils vont finir sur une version du réseau dans lequel ça a été supprimé, par exemple, ce contenu a été supprimé, mais les autres resteront sur un réseau sur lequel ça n'a pas été supprimé. Accept, ça veut dire je vote pour la suppression, mais je ne suivrai que si la majorité a voté pour. Comme ça, on peut amender le système sans casser la blockchain, sans créer de fork. Et la version par défaut, c'est soit je fais rien, soit je dis reject. Dans ce cas-là, ben, je vote contre, je ne ferai rien, sauf si la majorité vote pour. Dans ce cas-là, je suis. Et dernière possibilité, strong reject. Je rejette coûte que coûte, même si les autres votent pour la suppression de ce contenu. Moi, en tant que node runner, je vais continuer à le servir. Résultat, on va forker à nouveau dans une nouvelle blockchain sur laquelle le contenu restera. Et après, ça sera à l'offre et la demande de choisir quelle blockchain ce sera celle qui va survivre en cas de fork. Je remercie tout le monde pour les questions. Maintenant, il y en a un certain nombre. Et je pense qu'on s'est mérité un petit réfléchissement. Et donc, je vous invite à vous servir. Merci encore à Damir et Febi pour leur exposé très stimulant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde.